On va faire ce petit tour de table qui va bien. Donc moi, je suis Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne et on a créé et mis en place cette initiative de webinaire pour porter à la connaissance de chacun le sujet de l'utilisation des données pour la recherche et ce module étant consacré à l'IA en santé. Donc avec moi, il y a Arthur. Bonjour à tous, je suis Arthur Dauphin, je suis chargé de mission sur le numérique en santé chez France Asso Santé, qui est une fédération d'associations de patients et d'usagers de la santé. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie Lassonnière, je suis professeure de mathématiques appliquées à l'UFR de médecine de l'Université Paris-Cité et vice-présidente en charge de l'innovation et la valorisation. Bonjour à tous, je suis directeur de recherche au CNRS en mathématiques appliquées à l'Université Paris-Dauphine et je suis directeur scientifique du Health Data Hub. Merci, David. Oui, bonjour. Je suis David Permiter de la société Implicity. Je suis ingénieur et directeur d'innovation d'Implicity et je travaille notamment sur la mise au point d'algorithmes IA en cardiologie. Merci beaucoup, Cédric. Oui, bonjour, merci Caroline. Donc Cédric Giljardinet, je suis médecin urgentiste au CHU de Bordeaux et également chercheur dans une équipe INSERM qui fait à la fois de l'épidémiologie et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Ben. Bonjour, je suis Ben Braithwaite. Je suis responsable scientifique chez Sanoya, une société de recherche spécialisée en recherche clinique. Et on a l'honneur d'accompagner l'ensemble des acteurs sur le développement des programmes de formation citoyenne. Merci. Et Elisa. Bonjour à tous, Elisa Régnier, je suis chef de projet à la direction citoyenne du HDH avec Caroline et j'ai le plaisir de participer à la co-construction de ces modules de formation et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques mots quand même d'introduction sur le pourquoi du module, comment il a été constitué, que vous ne vous en étonniez pas. En fait, ça s'inscrit dans le cadre des actions que l'on a menées au sein de la direction citoyenne du Health Data Hub, et notamment en relation avec l'espace éthique Île-de-France, où on a monté un débat lycéen. Et dans le cadre de ce débat lycéen qui a duré une année, l'ensemble des étudiants et de leurs enseignants nous ont fait part de leur souhait d'avoir une trame, des modules qui leur permettent de mieux s'immerger dans ce domaine-là. Donc, il y a un module qui existe et que vous avez déjà, que vous pouvez télécharger sur notre site internet sur ce qu'est l'IA, et ça, on l'a vu il y a 2 semaines. Et là, ce module est vraiment consacré à l'IA dans la santé, et c'est de cette façon que ça a été constitué, et avec le soutien d'un ensemble d'autres acteurs qui ont participé à rédiger l'ensemble de ces 2 modules. Et donc, on va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet, et je donne directement la parole à Arthur. Et Caroline, du coup, pour rentrer effectivement dans ce sujet de l'IA aujourd'hui vraiment appliqué à la santé, c'est un autre chapitre effectivement de ces formations. Et on va voir que l'intelligence artificielle peut être une alliée précieuse justement pour les professionnels de santé et les chercheurs pour améliorer la prise en charge bien de tous les patients finalement dans le domaine de la santé, avec de plus en plus de données de santé qui vont irriguer ce sujet. Donc, l'IA, il faut penser que ça peut être utile de développer des systèmes d'intelligence artificielle qui aillent au-delà, j'allais dire, finalement, des outils que les médecins ont habituellement entre les mains, par exemple les scalpels. Et effectivement, euh, c'est assez utile de pouvoir compter sur ces autres applications et sur cette nouvelle technologie pour réaliser aussi des tâches qu'on ne sait pas encore faire, par exemple. Vous avez le petit exemple. Est-ce qu'on ne peut pas dépister des maladies en écoutant la voix de certains patients? Ça fait partie des applications qui peuvent être en tout cas recherchées et qui pourraient permettre du coup d'améliorer bien la santé des patients. Il y a donc surtout, finalement, on a parlé la dernière fois, il y a 2 semaines, de comment ces nouvelles technologies, elles avaient émergé et en quoi elles consistent. Et finalement, pourquoi faire l'IA? Et donc, on va le voir, c'est l'idée du webinaire là, appliqué à la santé. On va voir comment ça peut aider au diagnostic, prédire le développement et l'évolution de maladies, personnaliser des traitements, trouver finalement, développer de nouveaux traitements ou analyser des données aussi du soin. Et le tout premier exemple, finalement, ça va être l'IA pour aider au diagnostic d'une maladie. C'est finalement le début du parcours de santé pour tout patient, on va dire. Et par exemple, on le voit dans l'imagerie médicale, les rayons X et les scanners. Et ben, grâce à l'IA, on peut avoir une analyse encore plus fine de ces images avec des algorithmes qui vont permettre de mieux qualifier, par exemple, des tumeurs cérébrales ou de la reconnaissance d'images qui va analyser plus rapidement les biopsies de tumeurs cérébrales. Et toutes ces informations, toutes ces analyses finalement qui vont être augmentées grâce à l'IA de ces imageries, elles vont permettre aux professionnels de santé d'avoir des informations mieux qualifiées
pour prendre des décisions qui sont plus fiables et plus rapides pour leurs patients. Et je passe la parole à David pour la suite du coup des exemples. Oui, bonjour. Donc, oui, je ne connais pas bien les slides, hein, ce n'est pas moi qui les ai faites, mais je vais essayer d'être d'accord. Donc, je vais d'abord peut-être vous présenter rapidement ma société. Donc, Implicity, on est une société informatique qui fournit aux médecins, aux hôpitaux des outils de télésurveillance des patients qui ont des problèmes cardiaques, notamment grâce aux données des pacemakers ou des objets connectés comme les balances ou les tensiomètres. On suit à peu près 100 000 patients dans le monde et on a développé des algos IA pour améliorer la prise en charge des patients. Et ces algos, on a montré qu'ils permettaient de baisser la mortalité, baisser les hospitalisations par rapport au suivi classique. Alors, je ne sais pas quel slide est affiché en ce moment parce que je n'ai pas de retour de slide. Alors là, c'est une slide qui présente juste le projet Hydro qui vise à prédire et on dit quoi. D'accord, ça marche. OK. Donc, la maladie dont on parle en ce moment, c'est pour le projet Hydro, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est une maladie qui touche plus de 1,5 million Français, surtout des personnes âgées. En fait, c'est un problème de l'insuffisance cardiaque. En fait, c'est un problème de cœur qui n'arrive plus à pomper suffisamment le sang pour le corps. Et ça entraîne beaucoup de fatigue, d'essoufflement, des gonflements des jambes. Et les patients ont des crises régulièrement, ils sont hospitalisés et ça provoque malheureusement la baisse de leur espérance de vie. C'est ce qu'on appelle une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle dure longtemps et c'est une maladie qui est une des plus coûteuses pour le système de santé, parce que justement, il y a des épisodes réguliers d'hospitalisation. Et donc, le projet Hydro, c'est un projet de recherche qui a été lancé par Implicity il y a quelques années, dont le but est de développer un algorithme pour prédire, pour calculer, on va dire, un risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque du patient pouvant conduire à une hospitalisation dans les 30 prochains jours. Donc l'idée, c'est de développer un outil pour les médecins pour identifier les personnes qui sont les plus à risque de faire une hospitalisation le mois prochain. Et le but, c'est d'anticiper les crises pour les éviter, par exemple en agissant préventivement, en augmentant les doses de certains médicaments, etc. Et pour réaliser ce projet, on se base sur les données qui sont reçues par les implants, qui sont transmises par les implants cardiaques, comme les pacemakers, les défibrillateurs. Et on essaie de prédire des dates d'hospitalisation. Et on avait besoin pour ce projet-là de deux sources de données, donc les données des implants et également des exemples d'hospitalisation pour pouvoir entraîner un algorithme à prédire un risque d'hospitalisation. Et chez Implicity, on avait accès aux données des implants cardiaques, mais par contre, on n'avait pas accès aux données d'hospitalisation des patients pour pouvoir entraîner un algorithme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la source de données du Système national des données de santé, qui est une source de données comptable, entre guillemets. Hein. Ce sont les données de la sécurité sociale qui contiennent notamment toutes les dates d'hospitalisation des patients en France, les dates, par exemple, les médicaments qui ont été prescrits, etc. Donc, c'est une source de données qui est plutôt comptable, mais elle nous intéressait beaucoup parce qu'elle contenait, cette source d'information, elle contient la liste de toutes les hospitalisations des patients qui sont suivis par Implicity. Donc, grâce à la combinaison des données d'Implicity plus les données du SNDS, la sécurité sociale, on a pu mettre en point un algorithme qui prédit, sur la base des données de pacemaker, un risque pour le patient de faire une hospitalisation pour décompensation cardiaque dans les 30 jours. Alors, je ne sais pas ce qui est affiché en ce moment. Je peux parler de la méthode. Donc, bon, là, quelle méthode on a utilisé? On a utilisé une méthode classique de machine learning. Donc, c'est une méthode d'IA. L'idée, c'est de montrer plein d'exemples de données à l'algorithme, des exemples de patients qui ont fait des
qui ont fait des problèmes de crise de décompensation, qui sont allés à l'hôpital, et aussi des patients pour lesquels il n'y a pas eu de séjour à l'hôpital. Et on optimise l'algorithme pour qu'il réussisse à détecter les patients qui vont faire des crises de ceux qui ne vont pas faire de crise. Et on calcule un score de risque qu'on présentera aux médecins. Donc, une fois qu'on a réalisé l'apprentissage, on évalue les performances de l'algorithme pour pouvoir en fait justifier du bon fonctionnement de l'algorithme pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, parce que cet algorithme est un dispositif médical. Et donc, la réglementation nous oblige à constituer un dossier et le soumettre à une expertise pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc, il y a des études qui sont assez sérieuses, très, très, très rigoureuses d'un point de vue scientifique pour montrer l'évaluation les résultats des performances de ce type d'algorithme. Une fois que cet algorithme est développé, il sera mis en service dans la plateforme Implicity pour être utilisé quotidiennement par les médecins qui suivent actuellement, comme je le disais tout à l'heure, à peu près 100 000 patients dans le monde. Donc, Implicity a la plateforme et cette plateforme peut accueillir de nombreux algorithmes qui traitent ces données. Et là, je pense qu'Emmanuel peut prendre le point désormais. Absolument. Donc là, on arrive sur un autre exemple de l'IA à la santé qui est absolument fondamental, qui est en plein essor aujourd'hui. Il s'agit de la personnalisation des traitements. Hein. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, on parle de médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on va plus, le but, c'est pas de donner, par exemple, exactement le même traitement, les mêmes molécules, les mêmes médicaments avec la même dose à tout le monde, mais on va essayer de personnaliser, que ce soit la molécule ou la façon de donner la molécule, le traitement, les doses, en fonction des caractéristiques exactes de la personne et même de la pathologie de cette personne-là. Donc, notamment, il y a un essor de cette médecine personnalisée en oncologie en s'adaptant aux caractéristiques génétiques de la tumeur au mieux. Mais il peut y avoir aussi en fait de la médecine personnalisée dans la façon, dans la façon de donner le traitement. Donc sur la prochaine slide, si on peut passer, il y a un exemple ici sur le diabète, où là vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est atteint de diabète, qui a de diabète de type 1 à qui donc il manque de l'insuline, donc il y a une pompe à insuline, il y a un capteur de glucose, donc ça c'est la personne qui porte tout ça, et en fait il y a un smartphone associé, et il y a une IA qui va en fait adapter la dose d'insuline et les moments où il va falloir effectivement injecter une certaine dose d'insuline en fonction effectivement des caractéristiques de la personne. Il va y avoir un feedback par le capteur, et tout ça, ça va s'adapter, donc ça veut dire qu'il y a un traitement qui est vraiment personnalisé, qui s'adapte en temps réel aux besoins du patient. Alors ça, c'est une possibilité effectivement de médecine personnalisée. Maintenant, on peut aller aussi plus en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire, il y a des maladies qui n'ont pas encore de traitement efficace, dans lesquelles il manque en fait des médicaments, il manque des molécules qui soient vraiment réellement adaptées. Essayons de voir comment est-ce que l'IA pourrait potentiellement découvrir ces molécules-là. Donc c'est aussi encore de la médecine personnalisée, parce qu'on va effectivement développer des médicaments particulièrement pour des pathologies ou des caractéristiques de certaines personnes associées à des pathologies. Donc, ça, c'est des choses qui existent déjà. Alors, en fait, on parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui. Donc, en général, et là, il y a de l'IA générative. Hein. C'est un cas qu'on ne connaît pas trop dans le grand public. Pourquoi c'est un cas d'IA générative? Parce qu'en fait, l'IA va effectivement générer des molécules, des structures de molécules, et va en même temps, il y a une autre IA souvent qui va essayer de comprendre si les molécules générées par cette première IA sont bien adaptées à la problématique ou en tout cas au but que l'on cherche à atteindre. Et de cette façon-là, en fait, on a des systèmes d'IA aujourd'hui qui commencent à identifier des molécules prometteuses. Donc là, il y en a déjà qui sont, alors pas sur le marché, mais il y en a qui sont en phase d'études cliniques. Là, vous en voyez sur la droite, hein, voilà, par exemple, anémie ou sur le Covid-19. Bien sûr, comme je le disais, donc ça c'est la prochaine slide, ça commence à vraiment se développer très très sérieusement pour le traitement du cancer. Hein. Et là, notamment, bien sûr, on cherche à cibler des caractéristiques génétiques particulières sur certains cancers. Donc, vous voyez, là aussi, il y a pas de médicaments encore vraiment sur le marché, mais vous voyez que il y a des molécules, donc ces nouvelles molécules inventées par l'IA
qui sont soit en phase préclinique, phase 1, phase 2, la phase 3 étant la dernière phase. Donc après la phase 3, ça y est, on a accès effectivement aux médicaments. Mais il y a aussi d'autres applications. Il n'y a pas que notamment l'oncologie, mais vous voyez là, sur tout ce qui est aussi traitement de maladies rares. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes parce qu'il faut vraiment s'adapter justement à la caractéristique rare de cette maladie. Et si on peut aller sur la dernière slide. Aussi bien sur l'oncologie que sur le traitement de maladies rares, ça, c'est des technologies qui sont relativement limitées parce qu'il existe des données limitées. Donc, avoir des données de qualité sur ces pathologies-là, c'est absolument essentiel pour arriver à entraîner le plus efficacement possible ces IA génératives qui vont générer de nouvelles molécules et pouvoir fabriquer une médecine, pouvoir déployer une médecine personnalisée la plus efficace possible. L'entraînement des modèles est donc vraiment compliqué si on manque de données. Donc là, il y a des enjeux par rapport aux données qui sont extrêmement importants. Je pense que je passe la main et je ne sais pas à qui. C'est à moi, Cédric. Bonjour, merci Emmanuel. Euh, Contrairement aux problématiques liées aux maladies rares et au cancer, d'une manière générale, en santé, on n'a quand même pas trop de problèmes à avoir accès à des données, effectivement, parce que il y a un nombre de données qui est dormant, qui est très important, avec un volume de ces données qui va grandir chaque jour, hein. À chaque fois qu'il y a un patient qui est hospitalisé, un patient qui fait une consultation, il y a des données qui sont générées. Et très clairement, il y a beaucoup trop de données pour qu'elles puissent être analysées à la main, qu'elles puissent être classées et qu'on puisse rentrer dans une stratégie épidémiologique classique. Et c'est dans ce contexte qu'on a développé conjointement entre le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux le projet TARPON, qui veut dire traitement automatisé des résumés de passage aux urgences, dans le but de créer un observatoire national afin de développer un outil d'intelligence artificielle qui va être capable d'analyser justement cette grande base de données, ce grand volume de données. Ce qu'il faut voir, c'est que après chaque passage aux urgences, aujourd'hui, il y a un document, un tableau qui est renvoyé, qui s'appelle le résumé de passage aux urgences, RPU, qui remonte au niveau du donné au secours, au niveau d'au secours qui est géré par Santé publique France pour récupérer tout un tas d'informations concernant les passages aux urgences. Mais ces données, c'est des données qui sont totalement structurées et qui sont très hétérogènes. Et c'est très compliqué finalement d'aller rajouter des informations. C'est également très difficile dans certaines situations de récupérer des informations fiables. Aux urgences, ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de passages, hein, donc 20 millions de passages par an en moyenne. Chacun de ces passages aux urgences génère donc dans les dossiers patients une information qui est non structurée, qui est très riche et que les intelligences artificielles sont très très fortes pour analyser. Euh, donc, on a donc mis en place, en collaboration donc avec une équipe INSERM et le soutien du HDH, une IA qui est capable de lire ces dossiers patients et plus particulièrement les anamnèses, qui sont donc l'histoire de la maladie des patients. Euh, et donc, on a une grosse base de données avec des résumés et on a entraîné un modèle à classer ces anamnèses pour identifier le type de traumatisme pour lequel le patient s'est présenté aux urgences. Ces données, elles sont relativement difficiles à analyser. Alors, un humain est tout à fait capable de le faire, mais très clairement, 20 millions de passages, je vous laisse imaginer que c'est totalement infaisable. Cet outil, il vise à arriver à développer un outil qui, à terme, pourrait être de la surveillance en temps réel de l'activité des urgences et plus particulièrement de l'activité liée au traumatisme, ce qui permettra de donner des informations sur les pistes pour pouvoir faire de la prévention à la fois avant le passage aux urgences, mais pourquoi pas après le passage aux urgences en termes de prise en charge, parce que ces données, elles sont actuellement chaînées sur le SNDS, et toutes ces informations-là pourront aider à mener des politiques de santé publique pour à la fois réduire le nombre de traumatismes et limiter leurs conséquences. Alors, c'est moi qui vais reprendre la main. J'excuse Hélène qui devait de la CNIL venir vous parler de ces questions-là, qui sont des questions très importantes sur quelles sont les problématiques. Et en particulier, on va parler de la première des problématiques qui est, on peut passer à la slide suivante, le fait
qu'il y a quand même quelques risques à utiliser les données de santé et que donc il faut absolument être en capacité de les identifier. Le premier des risques, c'est que des données de santé sont des données sensibles. Ce sont des données à caractère personnel qui sont particulièrement qui définissent particulièrement précisément l'état d'un individu et qui donc ne peuvent pas être utilisées n'importe comment. La CNIL en France, c'est l'autorité qui est l'experte pour donner le cadre légal de l'autorisation des traitements de ces données à caractère personnel. Donc, quand on construit une IA pour un usage en santé, eh bien, il va falloir prendre connaissance des réglementations. Donc, il y a la réglementation qui est la réglementation française, il y a le cadre européen avec le RGPD, et plus récemment, il y a l'IA Act, qui est le premier règlement européen qui vise à encadrer les développements et l'utilisation des systèmes d'IA de manière éthique et responsable. Alors, rien n'est parfait, hein, aussi fort que puissent être les outils, il va falloir faire extrêmement attention. Et donc, dans la loi française, la loi de bioéthique, a été introduite la notion de garantie humaine. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un humain derrière tous les moments de la conception à l'utilisation de ces modèles d'IA. Là, vous avez un exemple où on pourrait dire que c'est l'IA qui est intervenue toute seule, c'est un robot chirurgical qui a fait l'opération seul, mais on n'était pas seul, il y avait autour de lui toute l'équipe de médecins, d'infirmiers, de chirurgiens et de techniciens pour surveiller. Et donc, on passe à la slide suivante. Où est-ce qu'il y aura une supervision humaine? Eh bien, lors de la conception, quand on va poser le cadre et définir la question à quoi doit répondre cet outil. L'entraînement, il va falloir évidemment vérifier les données et ce que fait l'algorithme. Pour son utilisation en pratique et son déploiement, il faudra évidemment qu'il y ait toujours un médecin qui valide la décision. Je vous rappelle, hein, la garantie humaine s'applique, mais il y a essentiellement la responsabilité qui est importante en santé, c'est-à-dire que si un médecin utilise une IA, il n'en reste pas moins le décideur de la prescription, du diagnostic qu'il aura posé. Et puis après, il y a l'évolution de l'outil où, de nouveau, il va falloir qu'il y ait une supervision humaine. Donc, c'était un premier problème. Est-ce que tout ça, mis bout à bout, empêche les erreurs? Eh bien, pas complètement, mais un petit peu. Et je parlais du besoin d'humain pour vérifier la qualité des données. Et bien là, par exemple, si vous regardez cette image, je ne suis pas sûre que vous soyez en capacité de me dire ce que vous voyez de bizarre. Et en fait, voilà, il y a un petit gorille qui se promène. Alors évidemment, si vous avez un algorithme qui est entraîné avec des images de scanners de poumons avec un petit gorille régulièrement dans le poumon, eh bien l'IA va comprendre qu'il doit y avoir des petits gorilles de temps en temps dans les poumons. Et quand vous avez ce genre d'exemple qui paraît trivial, vous pouvez le transposer à des choses beaucoup moins triviales. Si la base d'entraînement contient des images aberrantes qui ne sont absolument pas révélatrices de la question posée, eh bien l'IA ne saura pas dire que ce sont des données de mauvaise qualité, évidemment relatives à la question posée. Je ne suis pas en train de regarder si l'image est jolie ou pas, hein. C'est est-ce que c'est la bonne qualité au regard de la question posée? Eh bien, si les données ne sont pas de bonne qualité, si elles sont biaisées, eh bien, l'IA ne le saura pas, mais elle entraînera sur ce que vous lui avez donné, et donc elle entraînera probablement avec le biais qui sera appris et de ce fait analysé. L'exemple que j'aime bien vous donner pour savoir ce que c'est que le biais, c'est si vous traitez le cancer du sein et que vous n'avez que des images de cancer du sein pour des femmes, eh bien votre algorithme sera biaisé parce que des cancers du sein chez les hommes, ça existe. Et donc il faut que la base de données soit extrêmement représentative. Alors, pardon. Donc les problématiques sur cet exemple sont assez faciles à comprendre, mais il faut aussi s'assurer d'une utilisation éthique de ces modèles. Alors, la définition de l'éthique donnée par l'Académie française, c'est une réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent. Évidemment, quand vous avez donné cette définition-là, vous ne pouvez pas demander à ce qu'une IA soit éthique, puisque ça fait intervenir des notions de valeurs qui peuvent changer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être humain, profondément humain. Et donc, comme l'IA ne peut pas être éthique, eh bien, ça va être à l'utilisateur de l'IA et à la garantie humaine de certifier que l'IA va être utilisée dans un cadre éthique et pour des raisons qui sont elles aussi éthiques.
Alors, la slide suivante, voilà. Si je résume un petit peu, les questions techniques et réglementaires qu'il faut se poser, qui se concentrent autour d'utiliser des données auxquelles on a accès, qui sont des données de qualité, si je... Voilà. Être complètement transparent sur comment l'IA est utilisée et dans quel but. Il y a une notion de finalité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre outil d'IA. Évaluer aussi le bénéfice-risque, parce que oui, si vous apportez un bénéfice, mais que finalement le risque pour le patient ou pour la société est plus important, eh bien, il faudrait peut-être repenser la façon dont vous avez designé l'IA. Et enfin, toujours être en capacité d'être critique sur les résultats fournis, d'analyser de manière rétrospective aussi parfois ce qui a été produit pour en tirer le meilleur et avoir un outil qui sera un outil compagnon et pas un outil de décision. Ah oui, c'est moi qui termine, pardon. Et donc, pour le bénéfice-risque, bah, c'est ce que je disais, c'est évaluer des réflexions à la fois qui vont être éthiques, qui vont permettre d'avoir un projet qui minimisera les risques à faire prendre aux patients, aux praticiens, et surtout des choses qui restent dans le cadre de la réglementation européenne pour nous. Eh bien, voilà. Bon, ça, on ne va pas le présenter, il n'y a pas de problème. Donc, on est arrivé au bout de cette présentation et maintenant, ah oui, c'est peut-être à toi, Emmanuel, de dire quelques mots et avant qu'on passe aux questions sur la Summer School. Ah oui, merci, merci. C'est l'occasion. Donc effectivement, on organise le Health Data Hub avec l'Institut Prairie. On organise une summer school sur l'IA et la santé. Alors, il y a il y a deux événements en fait dans cet événement-là. Il y a un événement très technique, donc je pense pas que pour ceux, si jamais il y a des data scientists dans la salle, ça peut les intéresser. Il y a 3 jours de cours techniques donnés par vraiment des chercheurs de renommée internationale, enfin voilà, avec un travail sur les données, voilà. Donc ça, c'est du 1er au 3 juillet. Mais sinon, je pense pour la majeure partie des gens qui nous écoutent, le 30 juin, donc en hybride, c'est une session, et vous pouvez vous inscrire qu'à cette session-là, qui est absolument non technique, mais où vous allez avoir plein d'acteurs qui vont vous présenter toutes les innovations qu'il y a en IA et santé. Alors, notamment, il y a toute une séquence hôpital avec les plus grands hôpitaux, ouais, certains des plus renommés hôpitaux du monde entier dont les directions d'innovation se déplacent en présentiel pour expliquer ce qu'ils font d'innovant. Il va y avoir aussi des chercheurs, il y aura des startups, des plus grosses entreprises. Voilà, ça va donc tourner autour de l'innovation de l'IA en santé et c'est possible d'y assister en hybride, donc soit en ligne, soit à Paris. Très bien. Et donc là, il y avait les informations. Vous pouvez aussi les retrouver, bien entendu, sur le site du Health Data Hub. On va vous mettre ce lien dans le chat. Pas mal de questions pour le coup. Peut-être qu'on va reprendre certaines d'entre elles qui s'adressaient donc à toi, David, et peut-être les reprendre donc dans un propos plus global. Il y avait par exemple, comment avez-vous réussi à aligner les données patients Implicity aux données SNDS? Est-ce que vous avez des publics scientifiques? Où est-ce qu'on peut les trouver? Lesquelles sont-elles? D'en donner peut-être deux, trois mots. Qui les produit? Avec qui vous les réalisez? C'est intéressant du machine learning supervisé. Peut-être qu'on peut un peu prendre le temps de se rappeler ce que ça signifie. Et où sont stockées les données? Pardon, oui. J'ai essayé de répondre dans le chat. Je ne sais pas si tu vois les réponses. Si, mais peut-être les adresser, en fait, adresser la Ouais, réponse à tous dans un propos plus d'accord, très global. bien. Qui Alors, je veux ramasse bien un que tu me répètes la question parce que Donc, parmi les j'ai questions plusieurs. qui ont été posées, c'est comment avez-vous réussi à aligner les données patients Implicity aux données Ouais. SNDS? Est-ce qu'il y a des publics scientifiques? Ouais, ok, la première. Voilà. Donc oui, c'est une excellente question, effectivement. Les données sont pseudonymisées, donc on n'a pas l'identité des patients. On a supprimé l'identité des patients et on a réduit les données au strict minimum. Et en fait, pour apparier les deux sources de données, dans le cas du projet Hydro, on a utilisé la date et le lieu d'implantation du pacemaker, du défibrillateur. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les données de la sécurité sociale le, le, le patient qui, le même jour, a été implanté du même modèle de pacemaker dans le même établissement. Donc, c'est grâce finalement à l'événement d'implantation de l'implant qu'on a retrouvé le patient. Et donc, ça, c'est réalisé par la CNAM. Et une fois que l'appariement est fait, les données sont
les données d'identité sont supprimées et les données donc pseudonymisées sont mises à disposition de l'équipe de recherche dans la bulle sécurisée du Health Data Hub. Une autre question portait sur le machine learning. Est-ce que c'est machine learning supervisé? Peut-être que tu Oui, rappelles. oui, donc c'est machine learning supervisé, tout à fait classique. Et concernant les publications scientifiques, je vous invite à aller sur le site d'Implicity. Il y a une page dédiée aux preuves scientifiques de nos produits, Très l'évaluation bien, de nos produits. merci beaucoup. Peut-être pour toi, Emmanuel, parce qu'il y avait quelques questions, notamment sur déjà de savoir si les projets qu'on a présentés étaient des projets d'IA générative, et puis peut-être de donner quelques éléments sur ce que ça signifie, et pourquoi pas évoquer le projet partage. Alors, dans tout ce qu'on a, dans toute l'IA qui est déployée aujourd'hui, même en fait tout secteur confondu, c'est essentiellement de l'IA supervisée qui est déployée aujourd'hui, qui est en production. Voilà. Maintenant, dans ce qu'on a présenté aujourd'hui, il y a pas, enfin, ça suit aussi cette même règle-là. En santé, c'est essentiellement de l'IA supervisée qui est en déploiement. Maintenant, c'est vrai il commence à y avoir de l'IA générative, et notamment dans ce que j'ai présenté, l'IA qui va découvrir de nouvelles molécules, c'est pas systématique, mais il y a beaucoup de systèmes d'IA générative dans cette phase-là de découverte. Parce qu'il faut justement créer, l'IA générative, c'est l'IA qui va créer de nouvelles, qui va faire des créations, qui va créer de nouveaux contenus, de la même façon que on peut le faire avec un prompt et on a une image qui ressort en disant, voilà, crée-moi une nouvelle image. Donc c'est un petit peu la même chose. Et effectivement, nous, au Wild Data Hub, on coordonne un très très gros projet sur l'IA générative, notamment sur les LLM, donc tous ces outils de type chatbot que je pense que vous utilisez un petit peu, vous avez eu l'occasion de tous utiliser. Et donc ça, c'est un très gros projet où en fait, on essaye de démocratiser l'utilisation des LLM dans le milieu hospitalier. Et donc pour ça, on est associé avec les 10 équipes de recherche au top de niveau en France sur ces sujets-là, spécialisées en santé et IA générative, et 20 établissements de santé dans lesquels on va justement déployer les outils notamment. Merci beaucoup. Peut-être une question qui s'adresse à Stéphanie, auquel tu as répondu par écrit, mais peut-être donner un petit peu plus de détails et d'explications de pédagogie autour de ces questions sur, parmi les biais, il n'y a pas que les biais de représentation derrière l'IA, il y a des concepteurs humains. Donc, comment s'assurer de l'éthique du concepteur des algorithmes? Alors en fait, on ne peut pas s'assurer de l'éthique des concepteurs. La seule chose, c'est que quand on fait de la recherche, normalement, on a un cadre éthique. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate, hein. On ne fait pas de la recherche pour nuire, on est là pour faire progresser le savoir, la connaissance et la science. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on espère que les gens vont développer correctement. Après, rien n'est immuable, hein. On a tous notre point de vue. Et je pense que ce qui est bien dans l'IA en santé, c'est que finalement, on associe le plus souvent un expert ou des experts en IA avec des experts en santé et des questions de santé. Et c'est ça qui fait qu'on va minimiser le risque de biais du constructeur, c'est-à-dire qu'il y aura des points de vue complémentaires. Ajoutez à ça quelqu'un qui s'occupe des aspects réglementaires et juridiques et vous avez un prisme complet sur la question que vous allez vous poser, ce qui évite justement d'avoir des biais dans la conception par un petit groupe d'individus. Je peux aussi répondre à la question sur l'obligation d'informer les patients de Je vais leurs la données. poser. C'est très Voilà, bien anticipé. évidemment, les patients doivent être informés de l'utilisation de leurs données. Je vais vous donner un petit exemple pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que certains des médecins, même libéraux, envoient des comptes rendus des consultations que vous avez eues avec eux sur un espèce de collecteur qui s'appelle Mon Espace Santé. Vous êtes peut-être un peu jeune si vous êtes au lycée pour avoir vu déjà mon espace santé, mais c'est un endroit où sont agrégées toutes les données de santé. C'est un endroit où il y a énormément d'informations, mais pour l'instant, c'est réservé à l'utilisation primaire des données de santé, c'est-à-dire pour votre soin, pour votre prise en charge. Le jour où éventuellement certaines données pourraient être mises à disposition pour faire de la recherche, la question vous sera posée, on vous demandera est-ce que vous êtes d'accord, on vous informera de là que vous allez rentrer dans une base de données qui sera utilisée pour la recherche. Et c'est extrêmement important. Après, il y a autre chose qui est important, c'est que via la loi de bioéthique, un praticien qui utilise une IA pour l'aider à une décision doit en informer son patient. Donc c'est
c'est aussi une façon de savoir que la décision a été éclairée ou contrariée par une IA. Excusez-moi. Le patient doit en être informé de cette utilisation. Donc le patient reste au cœur, et alors Arthur peut peut-être rebondir là-dessus, le patient reste au cœur de la décision et l'utilisation de ces données. Alors peut-être qu'il y a David aussi tu veux compléter peut-être. Oui, juste pour parler du projet Hydro, donc dans notre cas, on a effectivement un consentement du patient pour l'utilisation des données pour la recherche et une note d'information spécifique pour le projet qui décrit le projet et qui indique au patient qui contacter pour exercer ses droits, notamment l'accès, la modification, l'opposition, etc. Arthur, tu veux compléter aussi par quelque chose ou c'est OK de ton côté? C'est bon. Peut-être dans la même lignée de questions, je m'adresserais bien à Cédric. Une question à laquelle tu as répondu, mais vraiment qui fait écho un petit peu, c'est comment garantir voilà, que les données fournies pour entraîner, nourrir l'IA respectent bien tout ce qui est RGPD, etc. Oui, merci Caroline. C'est effectivement une question qui est essentielle de toute façon parce que on réutilise de la donnée de santé, c'est de l'utilisation secondaire des données. Donc, comme ça a été déjà dit, notamment par Stéphanie, euh, clairement, il faut que les patients soient informés de l'utilisation de leurs données. Il faut aussi qu'on mette en place des couches ultra strictes de pseudonymisation. Alors, on n'ose jamais parler d'anonymisation, mais qu'en gros, on soit le plus sûr possible qu'il soit impossible de remonter jusqu'au patient d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, la moindre étude qui va être faite sur ce type de données, qui utilise des données massives, elle doit nécessairement faire l'objet d'une déclaration à la CNIL, passer par le CESRES, passer par toutes ces entités qui garantissent un respect le plus strict possible du RGPD. Et c'est toujours une bonne occasion, parce que quelqu'un a posé la question à un moment donné, enfin pas tout à fait celle-là, mais de redonner un petit peu de pédagogie sur la différence entre pseudo et anonymisation. Pseudonymisation, anonymisation. Quelques éléments. Anonymisation, c'est qu'effectivement, on ne sait pas du tout qui est qui. Pseudonymisation, c'est l'objectif de tendre au maximum vers le fait de ne pas savoir qui est qui. Mais on va dire qu'on garde une certaine part d'humilité sur ce versant-là en parlant de pseudonymisation. Et David, peut-être tu voulais compléter. Oui, par exemple, une anonymisation, pour qu'elle soit effective, faut plus dans la base de données, il y ait la notion d'un patient unique. Il faut que ce soit des données qui soient agrégées pour qu'on ne puisse absolument pas retrouver un individu. Donc, généralement, des données anonymisées, ce sont des données avec des groupes de plusieurs dizaines de patients qui sont mélangés. Par exemple, on sait qu'il y a il y a par exemple 250 patients entre 20 et 30 ans, etc. On n'a pas un âge précis pour un patient, on a une agrégation. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on fait par exemple, du développement d'algorithmes, on ne peut pas travailler avec des données anonymisées. On n'a pas assez d'informations, donc on est obligé d'utiliser des données donc, pseudonymisées, où on remplace l'identité du patient par un pseudonyme, par un ID, par un identifiant. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on minimise les données pour enlever tout ce qui ne sert pas au projet, pour rendre impossible la réidentification du patient, même si on a des données qui sont au niveau du patient et non pas des données agrégées. Tout à fait. Et peut-être Stéphanie compléter sur le sujet de l'anonymisation dans l'imagerie médicale. Oui, je viens de répondre. En fait, l'imagerie, l'imagerie, c'est un petit peu plus difficile parce que quand vous changez la forme, imaginez, vous prenez un foie, est-ce que si je change un petit peu la forme ou est-ce qu'il faut que je change aussi la texture? Une différence intéressante, mais toujours réaliste d'un organe, à quel point cette différence est enfin, ne permet pas de réidentifier un individu, c'est ça qu'on doit quantifier et c'est ça qui est un petit peu plus difficile pour l'imagerie. Quand vous êtes sur des données tabulaires, du bruit à l'ajout d'un flip d'un changement sur une donnée catégorielle, ça anonymise. Après, sur l'imagerie, c'est beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas supprimer certains voxels, vous ne pouvez pas changer la couleur, parce que si vous passez d'un noir à un blanc dans un cerveau, la matière est blanche et en blanc, la matière grise est en gris, si vous êtes dans le bon T2 ou T1 dans l'IRM.
et si vous le changez, d'un seul coup, vous introduisez une information qui est fausse. Donc, faut faire extrêmement attention que ça devient de la déformation, d'un changement de texture, et c'est quantifier à quel point ce changement permet l'anonymisation qui est le défi majeur. Merci beaucoup. Oui, tu voulais compléter. Ouais, si je pouvais juste rajouter, enfin, c'est typiquement pour ces problèmes-là, hein, où effectivement on se rend compte que finalement avec une radio on peut réidentifier le patient derrière, que les modèles sont capables de faire ce genre de choses-là, hein, aujourd'hui, que la génération de données synthétiques, qui je sais traîne dans le projet partage d'une certaine manière, est un véritable enjeu majeur pour justement pouvoir entraîner ces modèles de manière encore plus anonyme qu'on le fait déjà aujourd'hui. Merci. Un dernier mot parce que ce webinaire touche à sa fin. Arthur, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur le manifeste sur l'IA, s'il te plaît? Merci beaucoup Caroline de me passer la parole. C'est vrai que je prends la casquette du coup France Asso Santé, donc les associations de patients pour en parler, parce que c'est extrêmement important qu'on vienne expliquer à travers les mardis de la donnée de santé. Et c'est le 19e webinaire qu'on fait aujourd'hui, donc c'est quand même à noter. On vient expliquer à tous, on va dire, comment on utilise les données de santé finalement. Et c'est important aussi d'expliquer pourquoi on le fait. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que le sujet de l'IA est intrinsèquement lié à ces questions des données. Et donc, on a fait tout un travail du coup pour décrypter aussi dans le cadre de la santé pourquoi on fait de l'IA et notamment du coup c'est quelles sont les conséquences dans les soins. On les a un peu évoquées et de comment justement du coup on a pu à travers l'expérience associative formuler décryptage et propositions sur tous ces enjeux qui vous agitent aussi parce qu'on voit qu'ils reviennent dans certaines des questions autour de la responsabilité, comment on arrive à conserver une éthique dans ses usages, autour de l'explication des décisions, les préventions des erreurs, etc. Et donc voilà, ça fait le lien justement entre comment on fait, et on a essayé d'expliquer comment les données, elles viennent du coup nourrir tout ça. Et il ne faut pas oublier que tout ça, on le fait parce qu'on en attend des bénéfices. Qui ne sont pas forcément acquis parce qu'il peut y avoir voilà, des risques aussi, mais de remettre aussi ce focus-là quand on discute de tout ça. Absolument, et merci beaucoup pour ce travail. Eh bien, je remercie l'ensemble des orateurs pour ce module sur l'IA en santé, pour la construction évidemment, mais l'animation aussi de ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rappel, vous pouvez retrouver le module, le replay sur notre site internet, donc du US Data Hub. Nous allons aussi reprendre l'intégralité des questions, et notamment celles surtout auxquelles on n'a pas répondu, et y adresser une réponse. Et là aussi, sera disponible sur notre site internet. Et rendez-vous bientôt pour les prochains mardis de la donnée de santé. Merci encore.